Alors, on va parler de legacy et on va commencer en fait à parler de legacy en se posant un petit peu la question de quel est le lien entre du legacy et Neptune. Voilà, un petit teaser, on essaiera d'y répondre dans les prochaines minutes. Et avant de démarrer en fait tout, toute cette conférence, deux petites choses. Donc, n'hésitez pas en fait à réagir dans le chat parce que je vous vois, donc ça me permet aussi de pouvoir potentiellement rajouter des propos ou répondre à certaines questions un petit peu au fur et à mesure. Comme ça rend la présentation un petit peu plus dynamique que ce que ça ne peut être. Et puis, bien sûr, on essaiera de garder du temps à la fin pour pouvoir répondre justement aux questions qui pourraient rester. Et aussi, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous commencez à ne plus m'entendre ou si jamais vous commencez à entendre assez mal. J'essaierai de voir ce qui peut être fait de mon côté. Donc, pour commencer, c'est toujours intéressant quand même, avant de rentrer dans le vif du sujet, de se poser la question de la définition qu'on donne en fait à ce code legacy, pour une raison assez simple, hein, c'est que il y a beaucoup de définitions. C'est-à-dire que je pense que si on prend une équipe de dev et qu'on leur demande c'est quoi du code legacy, vous risquez d'avoir énormément de réponses différentes finalement. Et donc là, juste pour qu'on soit tous d'accord, je vous propose une définition que je trouve assez intéressante et assez vraie finalement par rapport justement au code legacy. Et la définition en question, c'est ça. C'est en gros, c'est un code où on souhaite pouvoir faire des changements, mais que plus personne ne comprend et qui contient et qui continue en fait à fournir une valeur pour l'entreprise. Alors en fait, ces trois points sont assez intéressants et ils sont assez complémentaires parce que si on rentre un tout petit peu dans le détail, on se rend compte que un code qu'on ne souhaite pas faire changer, mais qui marche et qu'on ne comprend pas, finalement, on s'en fiche. Un code qu'on a envie de changer, mais sur lequel on n'a aucune problématique de compréhension, bah, finalement, ce n'est pas non plus problématique. Et enfin, un code qu'on a envie de changer, que plus personne ne comprend, mais qui ne fournit pas de valeur pour l'entreprise, on va peut-être se reposer la question de est-ce qu'on a vraiment envie de le changer à la base ou est-ce qu'on n'a pas juste envie de s'en débarrasser. Il y a une définition un petit peu qui rejoint cette première définition. C'est un code qui n'est plus prédictible. Alors, quand on dit qu'il n'est plus prédictible, c'est en fait sur la question de sur les conséquences d'un changement. Alors, typiquement, c'est déjà en fait qu'on n'arrive plus à savoir combien de temps un changement va prendre. Ça, c'est souvent le premier symptôme, et c'est le symptôme le plus explicite, hein. C'est quand on vient poser la question à une équipe de développement de combien de temps le changement va prendre et que les développeurs, en fait, soit ils vous disent clairement on n'en sait rien parce que c'est vraiment trop le bordel, soit en fait ils vous mentent en sachant expressément qu'ils vont vous mentir, mais bon, vous leur avez demandé une estimation, donc ils vous en donnent une. Et là où un changement qui était censé prendre 2 jours va finalement prendre 3 semaines, un mois, voire être abandonné, etc. Il y a aussi un autre aspect quand on parle de prédictabilité qui est assez intéressant, je trouve, c'est le fait qu'il n'y a plus de corrélation entre en fait la complexité business et la complexité technique. Alors ça veut dire quoi? Ça, en fait, c'est tout simplement qu'un petit changement métier peut déclencher une apocalypse dans le code. Voilà. C'est-à-dire que quand on a un changement qui est nécessaire d'un point de vue métier et que le changement est conséquent et que c'est complexe, bien évidemment que les différentes parties prenantes d'un projet, bien en fait mécaniquement, elles s'attendent à ce que le changement prenne du temps, parce que le changement est conséquent, il est complexe, etc. Par contre, là où on commence à avoir un souci, c'est quand justement les stakeholders, les parties prenantes demandent en fait des changements qui leur paraissent assez simples, et qu'en face, par contre, ils se retrouvent avec des trucs qui prennent des semaines ou des mois, et là, en fait, ils commencent à se dire, mais finalement, est-ce que j'ai une équipe de développement qui est carrément juste compétente? Voilà. Et c'est ça souvent aussi un autre symptôme que l'on peut observer. Et enfin, quand on dit qu'il n'y a pas de prédictabilité, c'est qu'en fait, il n'y a pas de prédictabilité que quand ça va s'arrêter de marcher à cause d'un changement, ou voire même tout seul. Et ça, c'est le point souvent le plus problématique pour l'expérience client, c'est qu'en fait, tout simplement, on se retrouve dans une situation où on n'arrive plus à savoir si ce que l'on a fait va marcher ou pas. Voilà. C'est à chaque fois, typiquement, c'est le syndrome du les mises en prod, on serre les fesses. Voilà. Donc, il y a une autre définition qui est donnée un petit peu et qui rejoint tout ça, c'est tout simplement en fait un code qui n'est pas testé. Et en fait, si on reprend les points que l'on vient de voir, en fait, on comprend tout simplement que si un code est testé, eh bien normalement, on garde une certaine prédictabilité au cas où on a pu casser des trucs. On arrive, on va dire, à assez bien
on va dire, trouver la zone dans laquelle on va faire le changement, etc. Et mécaniquement, en fait, les tests impliquent aussi un certain niveau de découplage. Et ça aussi, en fait, ça aide finalement à avoir des changements qui sont, on va dire, plus contrôlés dans le temps. Alors, juste pour aller un tout petit peu plus loin, hein, il y a cette citation de Michael Feathers sur le sujet, hein, où il dit que la grande majorité de la peur qui est liée au fait de faire des changements dans des grosses codebases, c'est en fait la peur d'amener des petits bugs qui, en fait, par erreur, par effet de bord, vont tout simplement en fait péter l'application. Et justement, sans aucun test, on n'a absolument aucune idée de justement savoir si on est en train d'aller dans la bonne direction ou dans la mauvaise direction lors d'un refactoring. Et ça, c'est quelque chose en fait qui est très important et sur lequel je mets une emphase assez fréquemment. C'est qu'à partir du moment en fait, où vous avez un code qui est de bonne qualité et qui, on va dire, est bien testé, on peut aussi en fait commencer à avoir un changement de comportement chez le développeur qui, n'ayant plus cette peur en fait, finalement, de revenir sur le code qui a déjà été écrit, arrête aussi de faire des choses au cas où. Et en fait, c'est là notamment qu'il y a une espèce d'effet d'emballement très souvent qu'on observe sur des systèmes qui ont commencé à devenir legacy. C'est que les développeurs, ayant peur de revenir sur le code, parce qu'à chaque fois qu'ils reviennent sur le code, ça ne se passe pas bien, ils se mettent en fait à faire des machins au cas où, à chaque fois qu'on leur demande du fonctionnel, parce qu'ils se disent, je vais essayer de prévoir les futurs cas d'usage qu'on va avoir, comme ça, le jour où on revient sur cette partie du code, en fait, on n'en a pas besoin, parce que le jour où il y a un changement qui est demandé d'un point de vue business ou fonctionnel, il a déjà été prévu, puisque je l'ai mis au cas où. Et en fait, en faisant ça, et donc ça vient très souvent d'une peur qui des fois est inconsciente hein, de revenir sur le code, on se retrouve en fait avec un effet inverse, parce que très souvent les développeurs, on est en tant que profession généralement assez nul pour deviner en fait les futurs usages et les futures demandes. Et donc en fait, on se retrouve avec une situation où on a complexifié la codebase par peur d'intervenir sur une codebase qui était déjà complexe. Voilà. Et c'est là en fait où notamment avoir en fait une politique où on peut s'autoriser à faire des refactoring assez simplement, ça permet justement de se dire on arrête de faire des trucs au cas où, on fait le plus petit machin qui marche là maintenant, et quand on commencera à découvrir des problématiques qui sont plus conséquentes, un métier qui se complexifie, ce qui est tout à fait normal, hein, eh bien on sera tout à fait à l'aise de pouvoir revenir sur les parties du code qu'on avait déjà écrit et les modifier pour justement pouvoir les adapter au nouveau fonctionnel. Et donc c'est pour ça que il y a vraiment cet aspect de supprimer la peur consciente ou inconsciente qu'ont les développeurs sur le fait de revenir sur du code qu'ils ont écrit, qui est un des facteurs principaux quand on parle de simplifier la conception d'une codebase. Et enfin, ce qui est très intéressant en fait quand on parle de refactoring et de reprise en fait d'un code legacy, c'est qu'en fait c'est ce qu'on appelle un problème inverse. Et en fait, un problème inverse, c'est tout simplement l'inverse de ce que l'on fait habituellement quand on est en train de faire, alors souvent c'est rattaché à la démarche scientifique, mais dans le code on fait un petit peu ça, c'est qu'en fait dans le code, habituellement quand on est en train de faire du développement, on est sur ce qu'on appelle un forward problem, c'est-à-dire qu'en fait on écrit du code, en fait il y a une cause en fait, et ce code on va observer qu'il s'exécute comme on a imaginé qu'il allait s'exécuter. Voilà. C'est-à-dire qu'on commence par créer une situation de causalité via normalement l'écriture du code source, et ensuite on observe que le système réagit comme on l'a prévu. Et s'il ne réagit pas tout à fait comme on l'a prévu, on vient modifier un petit peu les causes et on vient à nouveau observer que ça se comporte correctement. Dans le cas en fait du legacy et dans le cas en fait de la reprise d'un code existant, en fait on est à l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait on observe quelque chose. Et il faut qu'on retrouve les causes de cette observation. C'est-à-dire qu'en fait, on observe que ça ne se passe pas bien, on observe qu'on a du mal à revenir sur du code, on observe qu'il y a des bugs, etc. Et on va devoir retrouver les causes de ces observations. Et en fait, c'est très, très intéressant de bien comprendre que ça n'est pas justement la même chose que d'écrire du code. Et c'est en ça, en fait, que intervenir sur du code legacy nécessite un skill set qui n'est pas le même que celui qui est nécessaire quand on écrit ce code. Voilà. Et c'est pour ça en fait, qu'il faut vraiment s'entraîner sur les deux aspects. Et très souvent, quand on commence un petit peu notre carrière, alors il y en a qui ont la chance ou la malchance de démarrer leur carrière directement sur des codebases extrêmement legacy. Mais en tout cas, dans la formation très souvent que l'on reçoit, on a une formation vraiment juste on écrit quelque chose, et puis ensuite, une fois que ça a été écrit, on va observer si oui ou non ça se comporte comme on s'y attendait. Et on est très rarement entraîné, du moins dans la formation, c'est un entraînement qui se fait un peu à la dure après sur des projets de prod, à faire ce chemin inverse.
Ensuite, donc, si jamais justement, et cette partie en fait du problème inverse, c'est là où on va retrouver en réalité Neptune, puisqu'en fait Neptune justement, c'est un petit peu la première fois que cette utilisation en fait des observations pour retrouver les causes va être utilisée en fait en astronomie pour justement en fait découvrir cette planète par rapport en fait à la trajectoire d'Uranus. En fait, ce qui va être observé, c'est que Adam et Le Verrier, donc les deux chercheurs qui sont à l'origine de la découverte de Neptune, vont remarquer que l'orbite d'Uranus, en fait, n'est pas conforme au modèle astronomique et ils vont, en fait, par justement une démarche d'un problème inverse, eh bien, trouver qu'il devrait y avoir une planète à un endroit qui perturbe justement, en fait, cette trajectoire. Et c'est justement en faisant ce calcul qu'ils vont pouvoir pointer les télescopes sur la position qui a été calculée et trouver cette planète Neptune. Donc voilà très rapidement un petit peu pour cette introduction. Donc moi je travaille sur Sunday.app sur des systèmes de paiement à destination en fait de tout ce qu'on appelle brick and mortar hospitality business, donc c'est hôtel, restaurant, etc. Moi je m'appelle Arnaud Lemaire pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore et sur Twitter on me retrouve sous @lilobase et on me retrouve sous @lilobase sur énormément de plateformes. Donc voilà, je mettrai notamment des slides de cette conférence sur Twitter normalement là dans la soirée. Et avant qu'on continue, il y a juste un tout petit disclaimer qui est très important en fait à faire. C'est que ce talk, c'est vraiment un talk et il est intitulé les stratégies pour la reprise de Legacy. Et donc en fait, on va vraiment parler des aspects purement stratégiques. On ne va pas parler de code, on ne va pas parler en fait des aspects tactiques. On ne va pas parler vraiment de comment très concrètement on le fait pour une raison très simple, c'est que ça demanderait énormément de temps et je pense que vous avez d'autres choses à faire un peu plus tard dans la soirée. Et que deuxièmement, la partie purement tactique, c'est une partie qui est très spécifique à chaque projet. Voilà, chaque projet étant très différent, on ne peut pas vraiment donner une recette globale pour tous les projets. Donc on va plus voir un petit peu comment est-ce qu'on peut, d'un point de vue stratégique, aborder ces différentes questions. Et pour continuer, on va juste continuer un petit peu sur cette découverte de la problématique du legacy et faire un rappel très très rapide sur pourquoi est-ce qu'en fait on se retrouve avec du legacy. Et ce qui est important de comprendre, et il faut vraiment en fait se faire à cette idée et l'accepter, c'est que c'est un processus qui est complètement naturel. C'est quelque chose en fait qui va tout simplement apparaître dès qu'on ajoute des lignes de code. Et malheureusement ou heureusement pour nous, à partir du moment où on veut qu'un logiciel ait une quelconque utilité, on est obligé d'ajouter des lignes de code. Et en fait, en ajoutant ces lignes de code, on va le rendre plus complexe. Et en le rendant plus complexe, on va augmenter l'entropie, c'est-à-dire en fait, on va augmenter la capacité du système à se désordonner, et on risque d'arriver à un moment donné, d'ailleurs c'est même pas on risque, on va finir par arriver sur une problématique de code legacy, tout simplement parce que la complexité du logiciel a atteint un certain threshold et on se retrouve dans une situation où on a beaucoup de mal à garder justement cette complexité sous contrôle. Et c'est pour ça en fait que maintenant, en fait, ce que je donne très souvent comme conseil aux équipes, c'est en fait d'accepter cet état de fait et donc d'accepter aussi de laisser le logiciel mourir. J'ai remarqué que dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup d'équipes, il y a une forme de volonté de maintenir en vie des logiciels qui ne le souhaitent pas finalement et tous les jours, en fait, il y a des armées de développeurs qui sont au chevet de ce logiciel pour tout simplement essayer de lui faire gagner encore une semaine, 2 semaines, 1 mois d'existence. Alors que finalement, peut-être qu'il serait juste temps de se dire, bah, ce logiciel, il a rendu sa fonction, il a fourni la plus-value qu'il était censé fournir, mais aujourd'hui, il ne correspond plus à ce qui est attendu ou il a malheureusement atteint un niveau où on est obligé de s'en séparer. Alors bien sûr, il y a une petite astérix, parce que l'idée, c'est déjà de ne pas faire mourir l'ensemble de votre stack logiciel. Bien évidemment, vous ne pouvez pas venir voir votre DSI, enfin, ou du moins votre direction, et leur dire, en fait, on va tout jeter. L'idée, c'est de pouvoir dire, en fait, on va tout simplement supprimer la partie du code qui pose problème. Et ça, c'est un point qui est très important, en fait. Et maintenant, le conseil en termes d'architecture logicielle que je donne, en fait, c'est de optimiser finalement en fait, la code base pour le remplacement de celle-ci et non pas pour sa future évolutivité. On revient en fait un petit peu à ce que je disais avant, c'est-à-dire que autant chercher à faire le plus simple possible au début et venir progressivement ajouter au fur et à mesure qu'on a un petit peu une complexification du métier, des fonctionnels qui arrivent, etc., venir l'ajouter, et tout en gardant un niveau de découplage très important, et ce qui fait que le jour où on se rend compte en fait, que la partie du logiciel
sur laquelle on se travaillait est devenue trop complexe, parce que tout simplement, en fait, le métier a évolué dans une direction qui n'était pas forcément prévue à la base et qu'on pouvait de toute façon pas deviner, ou carrément il y a eu un shift assez conséquent au niveau de l'entreprise, et bien dans ce cas-là, on peut tout simplement se dire, OK, ben, cette partie du logiciel, elle a fait sa vie, et on peut maintenant la remplacer. Mais pour pouvoir la remplacer, il faut que d'un point de vue conception, on ait prévu un découplage entre les différents composants logiciels qui composent l'applicatif. Et en travaillant ce découplage, donc en fait en travaillant le remplacement potentiel des composants, on peut en fait, et surtout on arrive à un résultat où le logiciel et sa conception est beaucoup plus simple que si on essayait de prévoir dès le début les capacités d'évolution future du composant. Et en fait, en prévoyant les situations futures potentielles d'un composant, très souvent, on fait apparaître des abstractions qui risquent de ne pas être les bonnes abstractions, on complexifie parce qu'encore une fois, en fait, c'est un petit peu un travail de au cas où, et on se retrouve dans une situation où malheureusement, en fait, on a un code qui se complexifie beaucoup plus vite qu'il ne devrait si jamais on se contentait de juste faire ce qui a été demandé. Et oui, le legacy, c'est souvent le synonyme d'un couplage force. Très souvent, en fait, c'est ça qui empêche de revenir et de venir modifier le code. L'idée, justement, en fait, c'est de vous dire, en fait, la prochaine fois que vous avez un projet où vous retravaillez une partie d'une code base ou alors que vous travaillez sur une nouvelle code base, ayez ça en tête. Optimisez cette code base pour un futur remplacement et non pas pour sa future évolutivité. Alors, on ne parlera pas des microservices dans cette conférence, parce que j'en ai déjà fait beaucoup sur ce sujet, mais ça n'a malheureusement rien à voir avec du microservice. On peut faire du microservice très couplé, et couplé à un niveau beaucoup plus catastrophique qu'au niveau du code, parce que souvent, c'est des couplages qui sont implicites. Et pareil, on peut faire en fait des monolithes, ou du moins des applicatifs assez conséquents, avec un découplage extrêmement propre. Donc, bien évidemment, c'est ce que je disais, hein, l'idée, c'est qu'on peut faire mourir une partie du logiciel, et voilà, je prends toujours de l'avance sur mes confs, d'optimiser votre logiciel pour un potentiel remplacement. Alors bien sûr, ce process naturel, il peut être accéléré ou il peut être ralenti, on en a déjà un petit peu parlé, mais notamment en fait dans les aspects qui permettent de le ralentir, eh bien tout simplement avoir une politique de refactoring, et on va en parler, c'est un des aspects qui permet de ralentir ce processus progressif d'un logiciel qui va tout simplement perdre progressivement sa capacité à être modifié et à évoluer dans le temps. Pour ça, mécaniquement, il va falloir faire très attention à sa conception logicielle, et c'est souvent là-dessus d'ailleurs qu'il y a des efforts, on va dire, plus conséquents qui pourraient être mis pour donner les moyens aux équipes de pouvoir travailler un peu plus leur conception. Et enfin, il ne faut pas trop confondre la notion de dette technique et la notion de legacy. Alors, je ne vais pas m'apesantir sur ce point parce que ça peut faire une conférence entière. D'ailleurs, j'ai fait une conférence à l'occasion de ce meet-up il y a quelques années qui parle beaucoup plus justement de l'aspect dette technique. Et juste ce qu'il faut retenir, c'est que la dette technique, c'est quelque chose qui, en théorie du moins, si jamais on utilise vraiment sa définition première, qui est choisi par l'entreprise. Et donc, il y a quelque part en fait une gestion de cette dette qui doit être organisée. Là où quand on parle de legacy, et du moins quand j'ai parlé de legacy, c'est pour ça que je ne parle pas de dette technique dans cette conférence, le legacy est quelque chose qui est plutôt subi, qui est naturel, et qui va tout simplement arriver à une échéance plus ou moins longue en fonction des pratiques de développement qui auront été mises en place. Alors, optimiser le logiciel pour un futur remplacement, en fait, très concrètement, c'est pas très compliqué. Les mots-clés centraux, c'est injection de dépendance comme mécanisme de base, hein, vraiment, et mise en place de ce que l'on pourrait appeler l'architecture hexagonale, mais là, encore une fois, sans rentrer non plus dans des machineries de l'enfer. Mais voilà, c'est de dire, en fait, on va découper les parties qui font vraiment partie du métier, des parties qui font vraiment partie de l'infrastructure, et on va faire ça, en fait, en mettant des interfaces, tout simplement pour spécifier des contrats, et on va créer des implémentations qui respectent ces interfaces. Et au niveau de l'injection de dépendance, on va tout simplement, en fait, injecter, et on va mettre comme contrainte de type l'interface, et on injectera au bout de time, en fait, l'implémentation concrète, et de cette manière, en fait, ça permet de changer les implémentations concrètes plus facilement. Voilà. Mais là aussi, ce pourrait être le sujet d'une conf entière. Alors, une fois qu'on a parlé un petit peu de tout ça, il y a une question qui arrive derrière qui est, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes et beaucoup de personnes, en fait, qui ont un petit peu ce réflexe initial qui est de dire tout cramer pour repartir sur des bases saines, voilà, et qui, voilà, revient souvent à dire, on n'a qu'à tout jeter, on va tout refaire, cette fois-ci, on va bien le faire, etc. Et
C'est assez malheureux parce que c'est une démarche qui très souvent est vouée à l'échec, mais ça, on va en reparler. Et puis surtout, ça empêche finalement en fait, de faire preuve d'une forme d'empathie par rapport à l'historique du projet. Et avant de commencer en fait une politique et une reprise de legacy, c'est très très important de commencer par avoir et de reconnaître une certaine empathie vis-à-vis en fait des autres développeurs qui ont déjà pu intervenir sur le projet, de comprendre pourquoi ils ont pris et ils ont fait certains choix au niveau de la conception, et vraiment en fait d'avoir ce travail un peu d'historien du code et de venir poser la question de pourquoi ça a été fait comme ça et pas pourquoi en mode dans un mode de jugement, en mode de mais pourquoi vous avez fait ça, c'est de la merde, mais vraiment un pourquoi très naïf qui est juste de dire s'il vous plaît expliquez-moi et vous avez de très bonnes raisons d'avoir fait ça. Les raisons, elles peuvent être très, très diverses. Ça peut être peut-être qu'il y a des cas métiers que je n'ai pas imaginés. En fait, le métier est beaucoup plus compliqué que ce que j'imaginais. Ça peut être aussi un aspect tout simplement temporel. C'est-à-dire qu'en fait, on a pressurisé les développeurs pour sortir une fonctionnalité sur un temps très, très court. Ça peut être tout simplement qu'il y a une erreur de conception qui a été faite à cet endroit-là. Et très souvent, en fait, les développeurs sont très conscients de ces soucis et vous diront, en fait, ben là, en fait, on a fait une erreur de conception, on avait pris cette décision et en fait, il s'avérait que ce n'était pas la bonne. Et voilà, c'est tout simplement, en fait, déjà commencer par faire ce premier travail. Et c'est pour ça que très souvent, je conseille aux gens qui vont intervenir, en fait, sur un code legacy de ne pas chercher à faire la moindre modification de code pour refactorer pendant un certain temps. Alors, ce temps, ça dépend, mais très souvent, ça peut aller d'une semaine à un mois, mais c'est toujours prendre ce temps de comprendre, d'aller discuter avec les gens, de comprendre tout le contexte humain, le contexte managérial, le contexte métier, parce que sans ça, on risque effectivement, et ça a été mis dans le chat, de tout simplement refaire les mêmes erreurs que celles qui avaient été faites initialement, parce qu'on va passer à côté peut-être d'éléments très importants qui ont amené le code dans cet état. Alors maintenant, on va parler un petit peu des stratégies au niveau du code. Et là-dessus, notamment, moi, il y a un point qui est quand même très important, c'est la question qu'on me pose très très fréquemment, qui est de dire, mais alors, pour toi Arnaud, est-ce que c'est plus important d'avoir des temps qui sont dédiés, alors eux ils appellent très souvent ça en fait au remboursement de la dette technique, genre une demi-journée par semaine, ou est-ce qu'il faut qu'on prévoie des sprints complets dans lesquels on va avoir des grands chantiers de refactoring? Et moi, le problème, en fait, j'ai toujours été un peu mal à l'aise avec cette question et avec cette dichotomie de dire est-ce qu'on donne un petit peu du temps tout le temps? Alors déjà c'est une grande nouveauté quand on laisse un petit peu de temps. C'est pas présent dans toutes les équipes. Mais cette dichotomie, elle m'a toujours un petit peu embêté. Et j'ai trouvé un peu cette métaphore pour l'expliquer. C'est en gros, est-ce que vous préféreriez aller chez le dentiste 2 fois par an ou de vous brosser les dents tous les jours? Voilà. Et c'est un ou exclusif. C'est-à-dire que finalement, est-ce que vous allez finalement sacrifier le dentiste contre un brossage ou vous dire non, ben, j'abandonne le brossage pour aller chez le dentiste? Et quand j'entends un petit peu ce questionnement, pour moi, c'est un petit peu cette dichotomie-là. C'est est-ce que finalement, en fait, on essaie d'avoir un travail un petit peu au fil de l'eau ou est-ce qu'on essaie d'avoir un travail conséquent régulièrement? Et en fait, il n'y a ni l'un ni l'autre ne sont la bonne réponse, c'est un mélange des deux. En fait, il faut à la fois avoir la possibilité de pouvoir travailler et faire ce refactoring au fil de l'eau, et en même temps, il faut aussi pouvoir prendre le temps de temps en temps d'avoir des chantiers plus conséquents où on va travailler plus en profondeur sur certaines parties du code. Alors là, maintenant, après, certains vont me dire peut-être c'est des poncifs, etc., mais je préfère les rappeler. La première chose aussi, c'est au quotidien de toujours chercher à laisser le code dans une meilleure situation que là où on l'a trouvé. C'est ce qu'on appelle la règle des Boy Scouts. Il y a juste un point qui est très important en fait quand on applique cette règle, et c'est là où souvent on voit des petites problématiques et des petites erreurs qui sont réalisées, c'est qu'en fait c'est d'essayer d'appliquer la règle du Boy Scout en même temps qu'on ajoute un nouveau fonctionnel, et de le faire exactement en même temps. Et là, le problème, en fait, c'est qu'au lieu d'avoir un seul problème, on se retrouve avec 2 problèmes. C'est qu'en fait, on essaye de modifier un existant qui marchait et on ajoute un fonctionnel. Et au moment où ça pète, on ne sait pas si ça pète à cause du nouveau fonctionnel ou parce qu'on a finalement fait un refactoring où on n'avait pas maîtrisé les effets de bord. Et c'est pour ça que le conseil que je donne tout le temps, c'est de dire d'abord, vous vous intéressez à ajouter le fonctionnel qui a été demandé et ensuite, vous mettez le refactoring en place
mais n'essayez pas de mélanger les deux. Très souvent, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, le développeur va partir en mode tunnel, et puis au bout d'une semaine ou deux, eh bien, on va avoir le développeur qui va devoir annuler tout ce qu'il avait fait, parce qu'il a mélangé beaucoup trop de choses, à la fois en essayant de modifier et d'améliorer l'existant, et de rajouter des choses qui avaient été nécessaires. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de le faire dans ce sens-là, c'est juste que c'est le sens qui généralement fait le plus de sens d'un point de vue business, parce que ça permet de gagner du temps auprès du business, en fait, parce que c'est ça le truc important, c'est que ça permet de se dire, OK, si le business, je lui avais dit que ça prenait une semaine, ou du moins si le business attend à ce que ça arrive dans une semaine, et que j'ai développé de nouveaux fonctionnels en 3 jours, ça me laisse 2 jours pour améliorer le code. Alors que si on fait à l'inverse, et qu'en fait le refactoring, il a pris 4 jours, et qu'on se rend compte qu'on n'a toujours pas de nouveaux fonctionnels, et bien là, pareil, la discussion, elle va être un peu plus compliquée avec la partie produit, avec la partie, finalement, partie prenante du projet, parce qu'on va être obligé de leur dire, oui, mais en fait, le fonctionnel là que vous avez demandé, il n'est pas du tout dans l'application, mais par contre, le code est en meilleur état. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qui... Enfin, c'est pas toujours très facile à faire comprendre et à expliciter quand on avait été explicitement mis et à qui on avait demandé, en fait, tout simplement de développer du nouveau fonctionnel. Voilà, donc ça, c'est juste un point. Moi-même, ça m'arrive encore très souvent de faire cette erreur. C'est absolument affreux. Mais il faut vraiment réussir à se réfréner de mélanger un petit peu ces deux aspects. Enfin, ça c'est le truc très classique, hein, mais notamment sur des codebases qui n'ont pas de tests, c'est souvent l'occasion de mettre des tests en fait, quand on trouve des bugs. C'est-à-dire de dire, j'ai trouvé un bug, ben, j'écris le test qui arrive à reproduire ce bug, et ensuite, j'écris en fait, finalement le code qui corrige ce test, et ça permet en fait, de construire un harnais de test qui est justement très intéressant parce que c'est un harnais de test en fait, qui va grossir de manière un petit peu organique avec les modifications qui sont demandées. Et puis surtout, en fait, c'est un harnais de test qui va en fait tout simplement se concentrer sur les parties du code où il y a le plus de changements. Parce que mécaniquement, vous allez en fait tout simplement par ce biais targeter les bonnes zones du code source, on va en reparler juste après, qui sont en fait en réalité des hotspots. Et donc c'est pour ça que c'est très intéressant de vraiment aussi avoir cette hygiène quelque part de dire quand on a un bug, d'abord on écrit le test associé et ensuite on le corrige. Enfin, pourquoi en fait c'est important cette règle en fait de laisser le camp de base, donc la règle des Boy Scouts, hein, de laisser en gros le camp de base dans un meilleur état que là où on l'a trouvé, c'est tout simplement à cause en fait du syndrome de la fenêtre cassée. Alors ce syndrome en fait très simplement, on a tous déjà pu l'observer, c'est que généralement quand une pièce ou quand son appartement ou quand sa maison est extrêmement bien rangée, on a toujours envie que les choses restent rangées. Par contre, si jamais en fait la pièce ou la maison, en tout cas l'espace de vie est dans un état assez catastrophique, ben, finalement on n'a plus forcément très envie de faire un effort en fait pour, on va dire, améliorer la situation. On se dit bon, c'est déjà le bordel, c'est pas juste en laissant mes chaussettes traîner ou une boîte de pizza sur ma table basse que ça va faire empirer les choses. Et en fait, on a un peu le même syndrome au niveau du code. Et en termes de dommages, en fait, ça s'appelle tout simplement la normalisation de la déviance. C'est-à-dire qu'en fait, on va commencer à trouver normal en fait d'avoir un code qui est en mauvais état et on va juste dire bah, c'est la vie et tant pis. Et donc c'est pour ça en fait que s'obliger à avoir un petit peu cette règle des Boy Scouts et de toujours mettre ce petit extra effort qui est pas forcément toujours fou. Hein. C'est pas de dire on se lance dans des refactos à chaque fois, mais c'est genre ben j'améliore le nommage des variables. Peut-être je me rends compte que y a une méthode qui avait grossi et puis je peux la séparer en 2 méthodes privées. Peut-être que c'est tout simplement un package qui est à renommer ou une classe qui est à déplacer. C'est pas forcément des choses très conséquentes, mais c'est juste de dire on fait toujours ce petit effort pour continuer à améliorer les choses et de ne pas justement rentrer dans cette normalisation de la déviance, surtout sur des codebases qui sont déjà en mauvais état, où finalement très rapidement on peut se laisser décourager et se dire bon mais tant pis, c'est déjà le bordel, autant remettre un petit peu de bordel, ça se verra pas tant que ça. Ensuite, ce qui est aussi important, c'est que lié en fait à tout ça, c'est qu'il y a vraiment une notion de culture. En fait, il y a une notion de culture technique à avoir qui est liée justement en fait un petit peu à toute cette façon de faire. Et ça me paraît important de rappeler que quand on parle de culture, c'est que la culture vient des pratiques et c'est pas l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas en espérant avoir une culture craft qui a des pratiques de test, des pratiques de refactoring qui vont apparaître, c'est en mettant en place les pratiques de test, les pratiques de refactoring qu'une culture craft va apparaître, qu'une culture XP va apparaître. C'est toujours d'abord en travaillant sur les pratiques, en mettant en place les pratiques, et progressivement en ajoutant les pratiques dans les équipes de dev, qu'il y a une culture qui va émerger. Et ce n'est pas parce qu'on décide qu'aujourd'hui, on va devenir une équipe avec une culture tech de l'excellence que ça va être la réalité
dans 2 mois ou dans 3 mois. Au contraire, sans les pratiques associées, ça va rester tout simplement en fait lettre morte parce qu'il n'y aura pas en fait finalement ce qu'il faut pour mettre concrètement en route cette culture-là. Et enfin, un petit point aussi, c'est moi très personnellement, j'ai tendance à ne pas être enfin, à ne pas conseiller ce que l'on voit dans beaucoup d'équipes qui disent en fait à la fin de chaque sprint ou tous les jeudis après-midi ou tous les vendredis après-midi, on a une session hebdomadaire où on essaye d'améliorer le code. Alors pourquoi? Parce qu'en fait ça va en fait entraîner plusieurs syndromes qui sont pas forcément très positifs. Le premier, c'est qu'en fait ça va entraîner un syndrome du on verra plus tard. C'est bon, là le code c'est un peu de la merde, mais je sais que vendredi après-midi j'ai du temps pour le corriger, donc on verra plus tard pour l'améliorer. Ça c'est le premier problème. On rejoint un petit peu la normalisation de la déviance. C'est juste que ça n'encourage pas du tout les équipes en fait tout simplement à faire attention au moment où elles écrivent le code et juste de se dire bon ben en fait on aura du temps plus tard. Et très souvent on se rend compte que le vendredi après-midi on n'a pas du tout le temps nécessaire pour corriger toutes les petites saloperies qu'on avait laissées apparaître dans le code lors de la semaine de développement. Le deuxième aspect, en fait, c'est qu'en faisant ça, et ben, en fait, on ne s'autorise jamais en fait, à traiter la root cause. C'est en fait, on est toujours en train de traiter un petit peu les symptômes que l'on voit, et à aucun moment, en fait, on adresse la problématique racine. Parce qu'en fait, la problématique racine, très souvent, c'est une problématique en fait, de pouvoir prendre du temps pour apprendre, pour pouvoir en fait, tout simplement trouver des nouvelles manières de tester son application, de pouvoir justement intervenir dessus. Et très souvent, c'est ce temps-là qui manque aux équipes. Et en remplaçant en fait ce temps hebdomadaire qui est donné à la potentielle reprise de legacy ou remboursement de dette technique en fonction des équipes, et en le remplaçant par un temps que l'on donne aux équipes pour pouvoir apprendre de nouvelles manières de faire, eh bien, tout simplement, on s'assure de pouvoir progressivement faire améliorer les choses, et encore une fois, justement, d'incorporer progressivement de nouvelles pratiques et donc d'amener une nouvelle culture dans l'entreprise. Ensuite, bien sûr, toujours éviter le refactoring Big Bang. Donc, le refactoring Big Bang, c'est quoi? C'est je commence par vouloir refactorer une toute petite partie du code et puis je me rends compte que cette partie, en fait, elle est appelée par une autre partie. Donc, je commence à la modifier aussi. Puis, en fait, je me rends compte que c'est appelé par une autre partie qui ne me plaît pas trop. Donc, je commence à modifier et au bout d'une semaine, on a modifié 80 classes. Le code ne compile plus. Il y a les développements des collègues qui sont arrivés. Donc, en plus, on a des conflits de merge absolument monstrueux. Et mécaniquement, en fait, on finit par abandonner l'idée de pouvoir mener ce refactoring au bout. Et on va juste, en fait, revert la code base et repartir de là où on était. Donc, c'est du temps qui est perdu pour tout le monde, qui est perdu pour vous, qui est perdu pour l'entreprise, et qui est très souvent lié, justement, en fait, à une intention qui était très bonne au départ, et en fait, à progressivement attends, il y a juste ce petit changement supplémentaire qu'il faudrait que je fasse, et qui amène, en fait, comme ça, de proche en proche, à avoir un refactoring beaucoup trop gros et qui va tout simplement ne jamais réussir à atteindre le bout. Donc c'est ça en fait du Big Bang refactoring. C'est pas forcément en fait, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que le Big Bang refactoring en fait c'est un refactoring où on réécrirait toute l'application. En réalité non, hein, c'est justement en fait ce petit refactoring qui de proche en proche devient un refactoring absolument monstrueux. Donc c'est pour ça aussi que quand on se lance dans un refactoring, c'est bien de se donner un scope. C'est de se dire là en fait ma session de refactoring c'est juste ce scope là. Voilà. Et je ne vais pas le dépasser. Et si jamais je vois qu'il y a d'autres parties du code qui ne me plaisent pas, eh ben on démarrera une autre session de refactoring sur ces autres parties du code. Voilà. Mais on ne s'amuse pas à progressivement, on va dire, aller de proche en proche sur toute la code base. Alors, est-ce qu'il y a des cas où le Big Bang est adapté? Je ne pense pas qu'il y a des cas où le Big Bang est adapté. Par contre, il y a des cas où en fait on va changer de scope. Par exemple, tu vois, si tu es dans une situation où tu as un code appelant qui, en fait, imaginons que tu as un code voilà, qui n'est pas très très bon, qui n'est pas très joli. Et ben en fait, tu vas commencer le refactoring, en fait, tu vas te rendre compte que le problème, en fait, de design, il vient pas de ce code-là, mais il vient du code appelant. Tu vois? Et donc là, en fait, si tu veux, ce que l'on pourrait en fait imaginer, c'est je vais aller modifier le code appelant. C'est là justement en fait où généralement se trouve un petit peu le danger, c'est qu'il faut en fait accepter de se dire, en fait, le refactoring là, que j'avais en cours, je l'abandonne. Voilà. J'abandonne le refactoring que j'avais commencé. Et je vais en fait aller me recréer un scope sur la partie appelante, qui est la partie qui pose réellement problème en termes de conception. Et donc, en fait, là, maintenant, mon scope, c'est de modifier l'appelant et potentiellement de modifier l'interface d'appel. Et donc, je vais faire ça. Et en faisant ce refactoring, mécaniquement, j'ai un refactoring qui va arriver sur la partie qui était problématique,
mais on n'est pas en train de faire du proche en proche, en train de remonter la pile d'appels, on est en train de la descendre. Et descendre la pile d'appels, c'est beaucoup plus safe parce que généralement, on a le type system qui nous accompagne. Voilà. Là où généralement, quand on fait une remontada, on a un gros souci, c'est qu'en fait, on pète des trucs au fur et à mesure qu'on remonte dans la pile d'appels en se disant, attends, je mets ça de côté, ça marche pas, mais je peux déjà faire cette modification, elle marche pas non plus, donc je remonte, etc. Donc c'est plus ça, en fait. C'est que souvent, en fait, le Big Bang, on démarre à un endroit et de proche en proche, on remonte la pile d'appels, là où il faut juste dire, OK, on arrête à cet endroit-là, on remonte la pile d'appels à l'endroit où on veut se positionner, et ensuite, on va la redescendre. Pour un petit peu en fait expliciter ça, et en fait ça n'est pas que cette question de scope, hein, mais il y a notamment en fait la méthode Mikado. Il y a un très bon bouquin sur ce sujet. Je ne vais pas rentrer dans le détail encore une fois. Hein, s'il y a un bouquin entier qui a été écrit là-dessus, c'est que ça prend un petit peu plus de temps qu'une simple conférence pour rentrer vraiment dans le détail. Mais grosso modo, ça ressemble à ça. En fait, c'est de tout simplement avoir un morceau de papier et un stylo à côté de soi au moment où on commence un refactoring. Et en fait, on va en fait faire son refactoring sous forme d'expérimentation concrète. C'est-à-dire qu'en fait, ça revient à ce que je vous disais avant, en fait, c'est qu'on va définir en fait le scope initial et ensuite on va poser des hypothèses sur quelles sont les modifications qu'on va faire dans ce code pour avoir un petit peu le changement initial qui était envisagé. Et on va en fait comme ça remonter justement en fait la pile d'appels jusqu'à arriver à un niveau qui nous paraît intéressant, commencer le refactoring, et quand on voit que ça ne marche pas, on abandonne la partie du refactoring qui pose problème, on repart en fait à l'embranchement où on avait posé plusieurs hypothèses, et on teste l'hypothèse suivante. Et de cette manière, en fait, pareil, c'est une autre manière d'éviter en fait le Big Bang refactoring, qui est de dire, en fait, je garde une cartographie des différentes hypothèses que je prends, et de cette manière, je ne m'acharne pas à me taper la tête contre un mur dans mon refacto. J'accepte en fait à un moment donné de prendre du recul, et je m'oblige en fait à prendre ce recul pour dire, bon, alors attends, je reprends un peu de hauteur, où est-ce que j'en étais? Apparemment, je suis dans une impasse, donc je reviens un peu en arrière, et je prends un autre chemin pour voir si ce chemin-là va être plus intéressant en termes de refacto. Ensuite, comme pratique, il existe aussi la méthode du Golden Master. Alors, la méthode du Golden Master, pareil, vous cherchez Golden Master Testing, vous allez trouver plein de ressources. Je vais vraiment, là, c'est plus pour vous donner des pointeurs que réellement pour vous expliquer le concret du comment on fait, etc. L'idée, en fait, très simplement, c'est que sur un système legacy, la problématique, c'est que ce que fait le système est plus important que ce qu'il était censé faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait très souvent que le reste du système d'information, les utilisateurs se sont habitués des fois à des fonctionnels qui en fait sont buggés. Et en fait, le fait que ce soit buggé maintenant fait partie des process de l'entreprise. Et ça, c'est super chaud parce que le jour où vous allez en fait corriger le problème, et bien potentiellement par effet de bord, vous allez casser d'autres parties du SI parce que justement, ces parties du SI se reposent sur le fait que vous aviez un bug initialement dans la partie que vous venez de refactorer. Et donc, en fait, c'est pour ça que le Golden Master Testing, en fait, consiste à dire, c'est en gros un système de anti-régression à un niveau macro. C'est en fait, on va se brancher vraiment sur des inputs et outputs du système au global. Et en fait, on va mettre plein d'inputs et on va enregistrer les outputs associés. Et ce qui fait qu'en fait, au moment où on va en fait remplacer une partie du code source, où on va en fait faire du refactoring sur ce code source, on pourra réinjecter les inputs initiaux et vérifier que les outputs qui sortent correspondent en fait à ce qui a été fait par le système initial. Notamment, en fait, ça peut aussi être utilisé sur une méthode en fait de split, quand il y a notamment une refonte partielle. C'est de dire, en fait, on va mettre le nouveau système en parallèle de l'ancien. Le nouveau système ne va pas faire partie du chemin critique de l'application, mais on va en fait tout simplement dupliquer tous les calls qui étaient faits à l'ancien système, qui est le système existant qui marche. Et tous les calls qui sont faits à l'ancien système, on va les dupliquer, on va les envoyer sur le nouveau système. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en sortie de l'ancien système et du nouveau système, on va enregistrer en fait les outputs. Et de cette manière, dès qu'on a un output qui est divergent entre l'ancien et le nouveau système, eh ben, on va pouvoir tout simplement être alerté et aller vérifier si cette divergence, si cette différence de résultat pour un même input correspond bien au fonctionnel qui est nécessaire et qui a été demandé lié à la réécriture. Ou si au contraire, en fait, on vient par hasard de détecter en fait une régression
et ce qui permet d'aller modifier le nouveau code. Et une fois qu'on a fait tourner ce système avec les deux composants en parallèle qui font leur travail, eh bien, on peut switcher et mettre cette fois-ci maintenant le nouveau système dans la chaîne critique d'appel. Et on peut continuer pendant encore quelques jours, quelques semaines, à enregistrer toujours l'ancien système qui potentiellement dont l'output n'est plus utilisé par le reste du système d'information, mais juste pour continuer à checker si par hasard on n'a pas des problématiques de régression. Voilà. Donc ça aussi, c'est une pratique qui est très, très intéressante, le Golden Master Testing. Alors là, ce que je vous présentais, ce n'était pas tout à fait du Golden Master Testing, mais ça repose un peu sur la même idée, c'est de dire les tests, ce n'est pas forcément purement unitaire, ça peut aussi être des systèmes beaucoup plus macro qui peuvent aller jusqu'à des calls d'API et d'enregistrer les payloads de réponse et voir de comparer en parallèle ce qui se passe. Alors, je ne sais pas trop combien de temps j'ai, parce que je vois que j'ai déjà cramé 50 minutes. Donc voilà, si jamais un des organisateurs a la réponse, vous pouvez mettre dans le chat. Comme ça, je m'adapterai un petit peu au temps qui reste. Sachant qu'on est exactement à 35 slides sur 70. Donc, je pense qu'il va falloir que j'accélère un tout petit peu. Enfin, quand on parle de refactoring, il y a un truc qui est très intéressant, c'est la méthode des hotspots, qui est présentée notamment dans le bouquin par Adam Thornhill. J'ai mis la référence tout à la fin de la slide, donc vous l'aurez. Et en fait, qui consiste à dire, quand on regarde en fait une code base et qu'on met en fait d'un côté la fréquence de changement de cette code base et de l'autre côté en fait l'ensemble des fichiers que compose le code source, eh bien on se rend compte que les changements sont concentrés sur une toute petite partie en fait de ces fichiers. C'est-à-dire qu'en fait, c'est souvent la règle qui est donnée sous la règle des 80-20, c'est-à-dire que 80% des changements sont concentrés sur 20% des fichiers sources. Et donc, ce qui est très intéressant dans ce cas-là, en fait, c'est justement de se dire, on va peut-être se concentrer sur les parties du code source qui sont très souvent changées, parce que c'est là-dessus où un refactoring va apporter le plus de valeur. Mais ce qui est très important, et c'est de là que vient la méthode des hotspots, c'est que non seulement on va regarder en fait la fréquence de changement, mais on va aussi regarder la complexité du code. Parce que de cette manière, eh bien en fait, on ne va pas aller modifier des parties qui changent souvent, mais sur lesquelles en fait finalement le code est peu complexe, et donc en fait il n'y a normalement pas de problème. Alors que justement, les parties où c'est très complexe et où il y a très souvent des changements, on va se rendre compte que la plupart des changements, justement, c'est des bugs fixes, parce que le code est très complexe, et donc en fait, il y a constamment du fonctionnel qui n'est pas forcément aligné avec ce qui est nécessaire, et c'est en ça que cette méthode est très très intéressante. Dans le bouquin, il y a toute une série d'outils qui sont donnés, il y a même maintenant un outil SaaS qui peut être connecté, et il y a des outils open source aussi qui font ce travail pour vous, sachant que ce qui est très intéressant, et il en parle dans le bouquin, c'est que au niveau de la complexité d'une code base, il n'y a pas besoin en fait de mettre des métriques très complexes, de complexité cyclomatique, etc. Il suffit de compter en fait le nombre de lignes de code par méthode, par classe et par fichier. Et en fait, il y a des études très intéressantes qui montrent qu'en fait, il y a une corrélation quasi parfaite entre la quantité de lignes de code dans les méthodes, dans les classes et dans les fichiers et la complexité du code source. Et donc, au lieu de faire tourner des algorithmes très complexes et au lieu en fait d'avoir des métriques qui sont très souvent assez complexes même à comprendre, et bien en fait il suffit de compter le nombre de lignes de code. Et donc en fait très souvent ce que font ces outils, c'est qu'ils comptent le nombre de lignes de code dans les méthodes, dans les classes, dans les fichiers, et ils comptent le nombre de commits et ils regardent en fait sur quels fichiers sont faits le plus de commits et ces fichiers, quelle taille finalement ils font en termes de lignes de code. Voilà, très simplement. Et enfin, en fait, ce que ça permet aussi de voir, c'est cette méthode des hotspots, et il en parle justement dans ce bouquin, c'est que ça permet aussi de détecter en fait du couplage implicite. Parce qu'en fait, il y a des morceaux de code où le couplage n'est pas explicite, parce que tout simplement, en fait, potentiellement, il y a un couplage via la base de données, via un système de messaging, via voilà. Et en fait, en appliquant cette méthode, en fait, on peut détecter des morceaux de code qui changent exactement au même moment. C'est-à-dire que bizarrement, il y a une forte corrélation que dans un commit qui concerne un des fichiers, il y a un autre fichier qui apparaisse au même moment. Et bien ça, en fait, ça peut vous faire tout simplement apparaître tout simplement des couplages que vous n'auriez pas pu forcément détecter uniquement en regardant le code, mais qui là, en prenant un petit peu cet aspect temporalité, vont apparaître. Et ça, c'est super intéressant aussi. Et c'est pour ça que j'adore appliquer ce genre de trucs. Et je les trouve beaucoup plus efficaces que tous les outils qu'on peut avoir qui vont calculer là où il y a des soucis, des problèmes, des machins, et qui très souvent, en fait, vont simplement en fait, orienter les développeurs sur des détails qui ne sont pas forcément des points où il y a beaucoup de changements, où peut-être le code est un peu complexe, mais finalement, on y touche une fois par an.
ou au contraire, en fait, et ça c'est souvent le syndrome que j'observe le plus souvent, en fait, c'est que tout simplement, en fait, les développeurs vont prendre des refactoring qui sont super simples à faire, et ils vont se contenter de faire ça. Et donc, les parties où il y a vraiment des problèmes, en fait, on n'y touche pas parce qu'au final, ça continue à faire trop peur. Donc, une fois qu'on a parlé un petit peu de toutes ces stratégies au niveau du code, il est temps de parler des stratégies au niveau du système d'information, au niveau de l'ensemble du logiciel. Et là, notamment, en fait, le premier problème, c'est que très souvent, on essaye d'appliquer les mêmes règles pour un système que pour du code. Et ça veut dire, en fait, commencer à essayer d'appliquer du refactoring au niveau d'un système d'information, au niveau d'un ensemble d'applicatifs, au niveau d'un applicatif assez gros. Et le souci, c'est que moi, très souvent, quand je vois ça, c'est que j'ai un peu cette impression, c'est-à-dire avoir en fait quelqu'un qui est en train d'essayer de corriger un problème assez grave en mettant des morceaux de scotch partout, c'est qu'en fait, ça va être très fatigant et ça va avoir quasiment aucun impact. Et je disais, en fait, moi, la problématique que j'avais avec beaucoup des outils, justement, qui analysent la qualité de code, et en fait, c'est très souvent ce syndrome-là que ça amène, c'est qu'en fait, là où il faudrait avoir une approche tactique de beaucoup plus haut niveau, en fait, ça va épuiser les développeurs à aller faire des petites touches là où le logiciel leur dit regarde, là, c'est pas bien, alors que finalement, il y a un problème de conception beaucoup plus global qu'il faudrait adresser. Et donc, en fait, ça n'améliore pas, en fait, finalement, la fiabilité du logiciel, ça n'améliore pas la productivité des équipes, et en même temps, ça épuise les devs parce qu'ils se disent, ben, en fait, on est toujours au même niveau, 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, et c'est un espèce de refactoring permanent, pas très agréable. Et donc, c'est là où il faut se poser la question de la réécriture. Et le problème de la réécriture, en fait, alors il y a notamment, il me semble que c'est The Phoenix Project, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'ils n'ont pas. Je ne sais plus. Et en fait, la problématique, en fait, tout simplement, du rewrite, je trouve qu'elle est très très bien explicitée par ce paradoxe, qui est le paradoxe d'Achille, qui fait partie des paradoxes de Zénon, philosophe grec, et en fait, dans lequel il explique que tout simplement, en fait, si jamais Achille, donc Achille court très très vite, et on lui propose de faire une course avec une tortue, et Achille va donc proposer à la tortue de prendre 100 mètres d'avance. Et en fait, Zénon en fait, va dire que le problème qu'a Achille, c'est que, alors bien sûr, c'est faux, enfin, on sent très bien que l'argumentaire, on va dire, ne tient pas la route, mais ce qui est intéressant, en fait, c'était qu'il accompagnait ça d'une démonstration mathématique, en fait. C'est pour ça que c'est un paradoxe qui est maintenant qui est complètement résolu par les mathématiques modernes, mais en fait, à l'époque, c'était un petit peu la découverte de la notion de suite qui accompagnait ça. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que le problème que va avoir Achille, c'est qu'à chaque fois que Achille atteint l'endroit où se trouvait la tortue, et bien en fait la tortue a avancé. Et même si la tortue n'a pas avancé énormément, le temps que Achille rattrape la nouvelle position que vient d'avoir la tortue, bien la tortue aura à nouveau avancé, et donc de proche en proche, et bien en fait Achille n'arrivera jamais à réellement dépasser la tortue. Et en fait, quand on a un projet de réécriture, c'est assez similaire. Parce que tout simplement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une partie qui est déjà en prod et qui fournit déjà en fait tout simplement une plus-value pour le business, qui rapporte de l'argent à l'entreprise. Et donc mécaniquement, c'est une partie qui va contenir, qui va continuer en fait à avoir un nouveau fonctionnel. Et donc l'équipe qui se charge en fait de faire la réécriture, en fait, elle se retrouve dans cette position d'Achille où à chaque fois qu'elle rejoint là où se trouvait le projet de refonte, enfin le programme à réécrire, et ben le programme à réécrire aura gagné quelques fonctionnels qui auront été ajoutés dans l'intervalle. Et donc en fait, c'est cette espèce de course sans fin où on essaye toujours de rattraper quelque chose qui effectivement n'avance pas vite, mais qui continue à gagner du fonctionnel. Et donc on se retrouve dans une situation où l'entreprise va dire oui, mais l'existant, il rapporte de l'argent. Là, vous me dites que vous ne supportez pas telle ou telle fonction qui ont été ajoutées dans l'existant, donc ajoutez-les. Quand ces fonctions sont ajoutées, et en fait, le fonctionnel de l'ancien a continué d'évoluer. Donc en fait, cette espèce de course sans fin. Au bout d'un moment, le management va dire bon, écoutez les gars, ça fait 6 mois, 1 an, ça va bien. En plus, très souvent, à force d'ajouter plein de petits fonctionnels comme ça, et en fait, le projet de refonte a commencé à accumuler un code de pas très très bonne qualité. Donc en fait, il se retrouve lui-même dans une situation de legacy. Donc lui-même a de plus en plus de mal à ajouter du fonctionnel et on démarre très souvent le projet de refonte du projet de refonte. C'est-à-dire qu'on jette l'existant et on se dit on va refaire de nouveau un projet de refonte. Et c'est ça le gros souci en fait très souvent sur les projets de refonte où on essaie de tout réécrire. Et donc c'est pour ça en fait que ce que j'aime et ce qui commence quand même à être de plus en plus utilisé, c'est ce que j'ai intitulé la stratégie du bateau de Thésée. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup
des philosophes grecs, parce que là aussi, en fait, c'est une image et une petite histoire qui a été utilisée par les philosophes grecs je pense, sur cette question, et qui dit, en gros, quand Thésée part de Grèce, pour faire donc l'épopée qui est racontée, eh bien, en fait, il part avec un navire, et au fur et à mesure, en fait, de sa traversée et de ses aventures, et bien, en fait, son navire, il est réparé régulièrement parce qu'il y a le mât qui est pété, parce qu'il y a des trous dans la coque, etc. Et donc, progressivement, on va remplacer les pièces du bateau. On va remplacer les rames, on va remplacer le mât, on va remplacer une partie de la coque, on va remplacer le gouvernail, on va remplacer... Voilà. Et donc, en fait, la question que posent les philosophes, c'est de dire, est-ce que le bateau avec lequel Thésée revient est le même bateau avec celui avec lequel il est parti? Voilà. Est-ce que c'est le même bateau ou est-ce qu'en fait, c'est un bateau qui n'a plus rien à voir avec finalement le bateau d'origine? Et ce que j'ai trouvé très intéressant, il y a une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Monsieur Phi, je pense s'intéresse aux questions de philosophie sur ce sujet, c'est qu'en fait, il y a un exemple réel de cette question en fait du bateau de Thésée qui se trouve en Corée. Parce qu'en fait, en Corée, culturellement, ils n'ont pas la même logique que nous. Nous, en fait, quand on a des artefacts historiques, voilà, un château fort à moitié détruit, un meuble extrêmement vieux, un drakkar qui date de l'an 500, eh bien, on va en fait essayer de faire de la conservation. En fait, on va essayer d'arrêter le processus de dégradation, en fait, mais on ne va pas chercher à remettre le bâtiment ou l'objet, etc., dans sa configuration d'origine. Là où, justement, en fait, en Corée, il y a notamment ce bateau, qui est le bateau en fait, de l'amiral Yiz, qui a une importance très conséquente dans l'histoire en fait, de la Corée. Et bien, en fait, ce bateau, c'est le bateau d'origine de cet amiral, en tout cas, c'est comme ça que c'est présenté, mais auquel on a remplacé progressivement toutes les pièces qui avaient commencé à montrer des signes de faiblesse, des signes de l'âge. Et donc voilà, ça je trouve très intéressant comme image, qu'en fait c'est une image parfaite de est-ce que ce bateau, en fait c'est le bateau qu'avait l'amiral à l'époque, ou est-ce que c'est un nouveau bateau finalement auquel on a remplacé les pièces une par une. Voilà, donc fin de la digression, voilà, désolé, j'aime bien amener quelques petits éléments de digression dans les conférences, histoire de ne pas toujours rester focusé complètement sur le sujet. Mais pour revenir un petit peu à ce qui nous intéresse, ce qui est très important quand on démarre cette stratégie, c'est de commencer par demander au business d'expliciter le domaine métier. Alors, il y a encore une fois l'occasion de beaucoup en discuter dessus. L'idée, effectivement, c'est de reconnaître un petit peu les différents grands éléments qui font l'applicatif de l'entreprise, qui font les métiers de l'entreprise. Donc ici, par exemple, on peut imaginer une entreprise qui a tout simplement qui propose en fait de la location de voitures. Donc on a un métier de la location de voitures. Bien sûr, pour pouvoir louer des voitures, il faut à un moment donné facturer la location. Et lors de la facturation, notamment, on génère une facturation. Et en fait, tout simplement, on va demander, donc après avoir fait cette cartographie, encore une fois, c'est une cartographie avec des patates, hein, on dessine des ronds et on met des noms dedans. On va demander en fait tout simplement au métier d'expliquer où se trouve un de leurs pain points, là où se trouvent des problèmes assez conséquents. Comme ça, on est sûr en fait de commencer un petit peu un travail de refonte en démarrant par des endroits qui réellement embêtent le business. Et très souvent, en fait, quand on fait cette cartographie du métier, on se rend compte qu'il y a ce qu'on appelle des services supports, voilà, ou des generic subdomains, qui sont des zones où finalement il y a assez peu de dépendance. Et là, par exemple, on peut imaginer en fait que la génération de la facturation a peu de dépendance, parce que la seule dépendance qu'a ce système, c'est au système de facturation. Et en fait, ça en fait un très bon candidat pour démarrer cette stratégie, puisque en fait, on n'aura pas énormément de dépendance à gérer. Alors bien sûr, c'est pas le cas partout, hein. Il y a certains SI où la génération de la facture est connectée à une GED des enfers, GED pour gestion électronique de documents, et ce qui fait qu'en réalité, le niveau de couplage est absolument monstrueux et c'est impossible de commencer par là. Mais c'est juste de dire très souvent, quand on cartographie un domaine, en fait, il y a des zones très centrales au domaine auxquelles sont connectés des composants, et en fait, ça fait une espèce de forme comme ça, presque en pétale, avec vraiment des éléments centraux et autour des éléments qui viennent aider un petit peu ces éléments centraux et autour de chacun de ces éléments encore des plus petits éléments. Et on va essayer de commencer par ces petits éléments. Et une fois qu'on en a trouvé un, en fait, tout simplement, on va le réécrire. On va en fait complètement réécrire cette partie-là, donc potentiellement, par exemple, là, la génération de factures. Et l'avantage, c'est qu'en sélectionnant un petit élément, eh bien, tout simplement, on est sûr qu'on n'aura pas énormément de problématiques
en termes de dépendance avec les autres parties du système. Là, on aura uniquement à se poser la question de la partie de la facturation. Et on va mettre en fait ce qu'on appelle un anti-corruption layer pour justement en fait être sûr que ce que l'on développe, donc la nouvelle génération de factures, n'a pas du legacy qui apparaît dans justement en fait cette réécriture. Parce que le problème qu'on peut avoir très souvent, c'est qu'on peut avoir en fait une forme de pourriture. Vous savez, quand on met deux fruits côte à côte et qu'il y en a un qui commence à pourrir, très souvent en fait la pourriture va se déplacer sur le fruit qu'on a mis en contact. Et bien en fait, quand on est en train de travailler sur du legacy, c'est exactement le même risque. C'est que dès qu'on met un composant tout neuf au contact direct du système existant, et bien en fait il risque de commencer à pourrir par tout simplement le fait que le système existant, très souvent, a un fonctionnel, a des API, a une conception qui, justement, l'ont amené dans cette situation de legacy. Et donc, on risque, en fait, de ramener ça dans ce qui vient d'être développé. Donc, en fait, de développer, finalement, un produit qui sera peut-être développé avec une technologie un petit peu plus récente, mais qui aura toujours les mêmes problèmes de conception. Et c'est pour ça que c'est très important de mettre ces anti-corruption layers pour, justement, éviter d'avoir ce franchissement de frontières. Alors, je vois qu'il y a un petit débat qui a commencé sur l'anglais. Je donnerai mon avis à la fin, teaser. Donc, cet anti-corruption layer, quelques règles que j'ai déjà rapidement un petit peu abordées. Premièrement, il ne doit y avoir aucun appel direct entre le greenfield, c'est en fait la partie qui est en train d'être réécrite, et la partie legacy, pour justement éviter ce phénomène de legacy. De la même manière, le legacy ne devrait pas appeler en direct la nouvelle partie, encore une fois pour éviter ça. Et là où ça devient tricky, et c'est très souvent justement que les problèmes de couplage en fait, et cette espèce de gangrène qui arrive et se développe en fait dans le logiciel, c'est via en fait les modèles de données et notamment aussi les modèles en fait de messaging. Parce qu'en fait, les événements ou les formats de données sont très souvent sur des formats legacy. Et généralement, quand un programme de refonte est démarré, il y a quand même pas mal de problèmes qui sont souvent liés à la manière dont la donnée est gérée et dont, en fait, finalement, les formats de données associés. Donc, si vous faites ça, eh bien, mécaniquement, vous créez ces dépendances cachées. Et c'est là, notamment, en fait, où les microservices, en fait, ne sont pas du tout une réponse. Parce qu'en fait, il arrive très fréquemment en fait, que les microservices aient ça entre eux. C'est en fait soit des event bus, soit même voire des bases de données, et que finalement, en fait, on est à ce couplage implicite, ces dépendances cachées qui viennent pourrir progressivement, en fait, y compris un nouveau système. Et c'est à ça que sert le système d'anti-corruption layer, c'est que le système d'anti-corruption va créer une frontière complètement étanche entre les deux systèmes. Et complètement étanche, c'est-à-dire que le système d'anti-corruption layer peut aller jusqu'à avoir sa propre base de données pour faire des correspondances entre d'anciens identifiants et de nouveaux identifiants, par exemple, ou d'agréger des données qui viennent du nouveau système pour proposer une API qui était absolument dégueulasse et qui est une des raisons pour lesquelles on fait la refonte, mais qui continue à être demandée par l'ancien système. Et donc, voilà, il faut vraiment avoir ça en tête, c'est que ça n'est absolument pas au nouveau système de s'adapter lors de cette intégration, mais qu'il y a vraiment cette couche intermédiaire qui est extrêmement étanche, qui doit être posée entre les deux. Pareillement, cette technique des ACL permet aussi de se protéger des vendors externes. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui permet d'éviter que des problématiques qui viennent de vos vendors viennent contaminer votre code source. Et je pense que tout le monde qui a déjà codé un certain temps connaît les problématiques que peuvent amener les vendors quand on essaye justement en fait, de s'adapter à leur manière de faire et que ça ne correspond pas tout à fait au métier de l'entreprise. Et ensuite, ce que l'on fait, c'est qu'on modifie l'ancien système par le nouveau, c'est-à-dire qu'en fait, on va enlever l'ancienne génération de la facture. Et là, vous avez le petit élément orange qui représente la couche d'anti-corruption qui va être connectée au nouveau système. Et là, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on peut laisser les deux systèmes en parallèle. Au début, on peut ne pas brancher le nouveau système et enregistrer les outputs pour justement en fait, regarder s'il y a potentiellement un problème dans les résultats qui sont donnés par le nouveau système. Et quand on est assez certain, eh bien, tout simplement, on va supprimer l'ancien système. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, en fait, on va répéter cette opération. Et en fait, en répétant cette opération et en commençant par justement en fait, les services qui sont externes, enfin qui sont vraiment sur l'extérieur du système d'information, en commençant en fait, par ces generic subdomains, en fait, eh bien, on va progressivement se mettre en situation où des systèmes qui avaient plus de couplage, et bien en fait, tous les couplages externes qu'ils avaient à ces petits sous-systèmes, et bien en fait, tout simplement, maintenant,
Le couplage est moins grave parce qu'en fait, tous ces nouveaux sous-systèmes proposent une API qui a été mise au niveau. Et donc, c'est là où on peut commencer à sortir des briques plus conséquentes parce que tout simplement, en fait, les interlocuteurs qui avaient ces briques qui initialement étaient des interlocuteurs legacy, maintenant, ce sont des interlocuteurs nouvelle génération qui donc vont pouvoir tout simplement fournir un métier qui est plus aligné avec ce qui est demandé maintenant. Et c'est comme ça qu'on va avancer jusqu'à ce que l'on arrive sur le cœur du système d'information. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui peut prendre un certain temps. Et très souvent, en fait, une fois qu'on est arrivé au cœur, eh bien, en fait, il y a d'autres parties du SI qui sont elles aussi maintenant dans une situation où on va commencer à les remplacer. Et c'est ça, quand je dis en fait qu'il faut vraiment optimiser pour le remplacement, c'est que si vous avez fait un bon travail de conception, et bien maintenant, ça va devenir beaucoup moins douloureux de commencer à supprimer des parties qui auraient commencé elles aussi à devenir legacy, y compris dans les nouveaux développements qui auraient été faits. Alors bien sûr, ce pattern, on l'appelle aussi le strangler pattern, le pattern par étranglement. Je le trouve moins joli et beaucoup moins poétique que la stratégie du bateau de Thésée. Donc c'est pour ça que moi, maintenant, personnellement, j'utilise cette terminologie que je trouve beaucoup plus sympathique que de dire qu'on va étrangler le logiciel. Alors bien sûr, ça nécessite de coordonner ces actions au niveau du système. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aux équipes, allez-y, partez chacune dans votre coin, parce que vous risquez de démarrer des chantiers au même moment un petit peu partout. Donc ça demande d'avoir des gens qui vont coordonner tout ce travail. Il y a un autre aspect, c'est qu'il faut faire aussi attention à ce qu'on appelle la dette fonctionnelle, c'est-à-dire est-ce que le fonctionnel qui est demandé par le métier, finalement, on en revient à ce que je disais, là, vu qu'on est dans une situation de réécriture et non pas en fait de refactoring, parce que le refactoring consiste à dire on garde le même fonctionnel, hein, on améliore le code, mais en gros, pour un input donné, on a toujours le même output. Voilà. Ça, c'est du refactoring. Là, on est dans une phase de réécriture partielle. Donc, quand on réécrit, on a le droit de se dire, ben, est-ce que finalement, en fait, les outputs qui étaient demandés, ils sont toujours intéressants ou pas? Donc voilà. Donc ça, c'est aussi un aspect qui est très important de prendre en compte et qui est de dire, est-ce que au niveau, en fait, finalement, de ce que fait le logiciel, il n'y aurait pas, en fait, finalement, des gens qui auraient adapté leur métier à des bugs ou à une manière de faire qui, en fait, n'est pas du tout optimale. Et c'est l'occasion, justement, de discuter de tout ça. Et je le disais, c'est l'occasion d'optimiser ce nouveau système pour un remplacement. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, il y a un truc très important, c'est qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et notamment, un des trucs qu'il ne faut pas faire, c'est commencer la cartographie par le système existant. Pourquoi? Parce que très souvent, en fait, le système existant a des problèmes de conception. Et donc, en fait, si on essaye de cartographier le système existant et repartir de la cartographie du système existant pour guider l'effort de refactoring, on risque de se prendre les pieds dans le tapis. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir des gens qui connaissent bien le système existant pour comprendre et connaître un petit peu les dépendances qui vont apparaître. Mais c'est beaucoup plus intéressant de partir des dépendances métiers pour descendre ensuite sur les dépendances techniques que de faire l'inverse. Parce que, typiquement, peut-être que d'un point de vue métier, justement, votre système d'invoicing, en fait, il est connecté à une JED des enfers. Mais peut-être que, justement, cette réécriture, c'est l'occasion de dire, mais est-ce qu'on a besoin de cette JED juste pour générer un PDF? Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser une petite lib pour générer des PDF et poser ça dans un object storage à part? C'est une vraie question. Et donc, en fait, en partant de la vision, en fait, et du couplage plus d'un point de vue métier, on peut aussi prendre ce genre de décision. De dire, mais en fait, aujourd'hui, on a un couplage technique très conséquent, mais peut-être qu'on peut challenger ce couplage technique et de dire, d'un point de vue fonctionnel, en réalité, on peut tout simplement se débarrasser de la JED existante et mettre un truc beaucoup plus simple à côté. Et donc, ça devient un refactoring qui est possible. Voilà, tout simplement. Très souvent, moi, j'utilise cette image, c'est de dire, imaginez que vous vous basiez sur cette carte du métro de Paris en 1914 pour vous déplacer aujourd'hui dans le réseau existant. Alors, c'est possible, hein. Vous allez retrouver quelques stations et quelques lignes, mais il y en a qui n'existent plus, il y en a qui sont apparues. Et grosso modo, vous allez avoir beaucoup de difficultés à naviguer le système de métro aujourd'hui si vous vous basez sur cette carte. Et en fait, c'est un petit peu ça. C'est quand on dit en fait on cartographie le système existant pour piloter en fait la réécriture, c'est un petit peu comme essayer de naviguer dans le métro de Paris avec cette carte. Bon courage. La deuxième erreur qu'on voit très souvent, et c'est de l'impatience, hein, c'est de se dire on va démarrer par le truc, par notre core business, tu vois, par le truc qui apporte le plus de valeur à l'entreprise, qui est le plus important et qui est souvent là où il y a le plus, finalement, en fait, de friction et où il y a le plus d'envie. Et le problème, en fait, c'est que ce faisant, vous courez à la catastrophe. Typiquement, ici, par exemple,
si c'est une entreprise qui fait de la location de voitures, il peut être très tentant de commencer par refactorer le système de location de voitures parce que c'est lui qui pose problème, etc. Le problème, c'est que si vous faites ça, vous avez beaucoup de dépendances à gérer d'un coup, qui sont des dépendances legacy, donc ça va être un enfer sur Terre. Le deuxième aspect, c'est que les développeurs vont avoir besoin d'entraînement. Ils vont avoir besoin d'entraînement à construire, déjà, à peut-être avoir de nouvelles façons de concevoir le logiciel, à peut-être tout simplement voir comment mettre en place des stratégies de test unitaire, je ne sais pas, et de tout simplement en fait se faire la main, très simplement. Et vous n'avez pas envie qu'ils se fassent la main en fait sur le core business. Il vaut mieux que les équipes de développement se fassent la main sur, on va dire, un service de génération de factures. Et comme ça, dans 6 mois, dans un an, on pourra se dire, bon, c'était vraiment pas fou ce qu'on avait fait à l'époque, on va pouvoir le réécrire. Et on ne se dit pas, 6 mois après, ouf, en fait, le refactoring là, du système de réservation de bagnole, il est vraiment pas super parce qu'on ne savait pas trop ce qu'on faisait à l'époque. Et donc, il faut tout réécrire et on se retrouve dans une problématique avec de nouveau plein de dépendances qui n'ont pas été traitées, etc., etc. Enfin, il y a un autre aspect que je vois très souvent, c'est ce qu'on appelle de faire en fait du slicing horizontal. Et ça, pareil, c'est très important de faire un slicing qui est fonctionnel. Parce que si vous faites en fait un slicing qui est horizontal, c'est-à-dire en gros, vous vous attaquez que à la partie de l'UI, eh bien en fait, tout simplement, on se retrouve avec, moi, ce que j'adore dans le monde bancaire, c'est-à-dire très souvent, on a des interfaces graphiques faites dans les derniers frameworks JavaScript incroyables de la Terre et qui, derrière, appellent des services COBOL. Alors ça, bien sûr, c'est une problématique, on va dire, c'est un peu plus complexe, et on ne peut pas leur en vouloir, on va dire, de tenter d'améliorer l'expérience client, et ils ne sont pas en situation de pouvoir changer réellement leur back-end, mais c'est ce que ça ressemble dans beaucoup d'entreprises qui, au contraire, pourraient le faire, et tout simplement parce que ce qui très souvent pose problème, c'est la partie de la persistance. Et donc, en fait, on commence le refactoring, on se dit on va faire des machins qui sont visibles pour l'utilisateur, et en fait, quand on arrive dans la partie service ou dans la partie métier, ça devient un peu plus difficile, et quand on arrive sur la partie persistance, c'est une catastrophe. Et donc, on arrête. Et donc, ce qui fait qu'en fait, on a une espèce de refactoring où on a une UI qui elle-même, en fait, est obligée de s'adapter au legacy, et donc, c'est un petit peu catastrophique. Et à la fin, on se retrouve avec des espèces de chimères assez étranges. Très souvent, c'est le moment où on sort GraphQL en disant comme ça, on va pouvoir abstraire la persistance de l'UI, et on se retrouve avec des trucs qui ont des performances absolument catastrophiques. Voilà, moi je vais m'arrêter là. Quelques ressources pour aller un tout petit peu plus loin. Donc le bouquin The Mikado Method, Software Design X-Phrase, donc de Adam Thornhill, Working Effectively with Legacy Code, aussi très bon bouquin, et bien sûr le bouquin de Refactoring de Fowler. Voilà, merci à pas mal de gens à qui j'ai piqué des idées, avec qui j'ai discuté sur ces sujets qui m'ont permis de construire progressivement cette conférence. Encore une fois, donc sur Twitter, Lilobase, je vais balancer ma presse juste après. Si vous avez envie de faire des feedbacks et vous pouvez les faire de manière anonyme, je vous invite à scanner ce QR code. Ça va vous envoyer sur un outil qui vous permet de noter la conférence, de me faire des retours. Ces retours, pour moi, ils sont super précieux parce que ça me permet de les améliorer de présentation en présentation. Et on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Et ce qui va permettre de nous démarrer en fait la série de questions-réponses. Et je vais commencer donc par répondre à la problématique de la langue, parce que c'est une problématique qu'on voit très fréquemment. Alors moi, je vais vous donner en fait une réponse de Normand, même si on est en Bretagne. Et en fait, c'est tout simplement de dire la question de la langue, en fait, c'est une question qui est très liée en fait au contexte de l'entreprise. J'ai tendance à penser qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont une vocation à être internationales, ont une vocation à potentiellement être rachetées un jour par des entreprises qui ne sont pas forcément francophones, qui ont tout simplement aussi peut-être envie de pouvoir interagir et de pouvoir faire venir des développeurs étrangers. Et donc à partir de là, en fait, utiliser le langage français, en fait, tout simplement, c'est se couper de toutes ces possibilités. Il y a un exemple qui est assez parlant, c'est notamment en fait la suite Star Office et LibreOffice, où le code avait des commentaires en allemand, et je crois que ça a pris 7 ou 10 ans aux équipes, et donc en fait à des développeurs allemands, de traduire tous ces éléments dans le code source après le rachat de l'entreprise, et notamment aussi pour aider la communauté open source à venir interagir sur le logiciel, parce que malheureusement, avoir des développeurs qui parlaient allemand, c'était pas si simple que ça. Et je trouve que c'est intéressant de le rappeler parce que nous, en tant que Français, ça ne nous pose pas de problème, en fait, du code en français. Mais par contre, allez bosser sur du code en allemand, et je peux dire que là, vous allez vous sentir un tout petit peu exclu par rapport aux équipes qui ont pu écrire ce code. Donc c'est pour ça que j'ai tendance, en fait, à dire coder en anglais,
sauf quand votre domaine est lié en fait à la francophonie ou à la France. Typiquement, des logiciels de gestion, par exemple, de la paye, ou des logiciels qui sont liés à des systèmes administratifs ou ce genre de choses, on imagine bien que ce ne sont pas des logiciels qui ont vocation à un jour être utilisés dans des contextes plus internationaux. Et dans ce cas-là, oui, ça peut être plus intéressant, tout simplement, de l'écrire en français pour aligner très précisément les termes métiers qui sont utilisés avec la codebase. Voilà. Est-ce que, donc, si jamais il y a des questions, mettez-les dans le chat, comme ça je peux y répondre. Comme ça, je peux y répondre au fur et à mesure. Donc, un code historique fait par une équipe de débutants, stagiaires et alternants est très mal construit. On ne reconnaît même plus le framework d'origine. C'est du legacy ou de la dette technique. En fait, pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. C'est de la pourriture logicielle. J'en ai fait un talk. Je pense que ça avait été donné justement à l'occasion du Meetup Software Craftsmanship Rennes. Ça s'appelle dette technique et entropie du logiciel. Et justement, ça répond un petit peu à cette question. C'est tout simplement un phénomène là, de pourriture du logiciel qui est lié un petit peu justement à ce legacy qui n'a pas été, on va dire, très bien contrôlé dans le temps. Voilà, donc pareil, je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à toute cette presse. Voilà. Alors, le slicing fonctionnel ne nécessite pas de modifier plusieurs stacks techniques par rapport au slicing horizontal. Si, et en fait, c'est ça, justement, qui est très important. C'est qu'en faisant ce slicing fonctionnel et en allant attaquer les parties persistance, les parties services, etc., on est sûr de couper, justement, la dépendance et le couplage à tous les niveaux au système legacy. Sinon, on a exactement ce que je décrivais, c'est en fait, on a de la pourriture qui va remonter dans la partie qui est en train d'être réécrite via ces différents éléments. Voilà. Et donc, c'est pour ça que slicer verticalement, c'est super important, parce que ça permet d'éviter tout simplement ça. Je vais arrêter de partager mon écran, comme ça vous pourrez voir ma tête en plus. Merci beaucoup Arnaud, c'est comme d'habitude, toujours vraiment intéressant. Merci beaucoup Arnaud. D'autres questions dans le... qu'on n'a pas revu? Alors, quelle stratégie pour découpler la DB du Greenfield du Legacy? En fait, la stratégie, elle est simple. En fait, c'est qu'on met une autre base de données à côté. C'est pas la même. Ça, c'est la première stratégie. Et la deuxième stratégie, en fait, c'est qu'on va interdire justement, en fait, le Legacy de venir attaquer cette DB en direct. Et c'est cette couche d'anti-corruption qui, potentiellement, va en fait aller tout simplement écrire dans la DB Legacy la donnée là où elle était présente historiquement. Voilà. Et en fait, ça va se faire via, par exemple, un système événementiel ou un système, mais via une API de haut niveau, qui va dire, par exemple, on a créé, je sais pas, je donne un exemple très simple, imaginons qu'on ait réécrit la partie de gestion d'utilisateurs, très probablement, le système legacy d'aller lire les utilisateurs dans la DB. Là, aujourd'hui, il ne peut plus. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que la partie qui a été réécrite, elle va émettre un événement qui dit il y a un nouvel utilisateur. Cet événement, il va être capturé par le système d'anti-corruption layer. Et à partir de cet événement, lui, il va aller écrire directement dans la DB du legacy, là où se trouvaient avant les utilisateurs. Et c'est comme ça qu'on va gérer en fait cette synchronisation. Faites juste attention, effectivement, j'ai aussi fait une conf sur ce sujet qui s'appelle votre application, attention au jardin secret de votre application, qui parle un petit peu justement des questions événementielles, de data, etc., pour éviter de coupler, parce qu'il y a aussi des risques de couplage, son système d'information. À quand la sortie de prison US? J'ai tenu orange. Oui, j'essaye effectivement d'avoir des tenues colorées en ce moment, c'est l'été. Et oui, effectivement, je n'avais pas fait attention, mais bonne remarque. Dans le cas d'une autre base, comment tu garantis la cohérence des données? En fait, la cohérence des données, c'est une cohérence à terme. Alors, encore une fois, c'est parce que très très souvent, en fait, c'est pas très grave d'avoir quelques centaines de millisecondes en fait, entre les deux. Et d'ailleurs, ça ferait un très très bon sujet de talk, ça. Hein. Beaucoup de développeurs sont complètement crispés sur leur base de données. C'est un doudou. On a l'impression de voir un enfant de 4 ans à qui, si on enlève, il commence à paniquer, à criser. Parce que tout simplement, la base de données, c'est souvent en fait, le truc qui fait en sorte que l'application ne se vautre pas dans tous les sens. Parce que c'est là où on a mis toutes les contraintes de couplage, enfin les contraintes de clés étrangères, des checks, des procédures stockées, etc. En réalité, en fait, la base de données, il faut vraiment réussir à s'en séparer, à se dire c'est un truc très important, c'est là où se fait la persistance.
mais ce n'est pas l'essentiel. Et donc, en fait, on peut tout à fait déplacer de la donnée, en écrire à certains endroits. Et en fait, tout simplement, ça revient à avoir une politique de créer une projection dans un système CQRS. Hein. Dans un système CQRS, en fait, on utilise très souvent des projections pour préparer de la donnée sous certains formats. Et bien, en fait, ça revient à faire exactement la même chose. Et en fait, on va créer une projection du nouveau système et de la donnée du nouveau système dans l'ancien. Et on va retrouver exactement les mêmes mécanismes pour gérer cette cohérence à terme. Très souvent, ça vient avec un mécanisme où les messages sont tout simplement NQ et DQ dans un système qui persiste, qui fait qu'en cas de crash, etc., on peut reprendre le boulot là où il s'était arrêté, et on a une garantie qu'on traite, et on peut rajouter à ça des checks tiers où, je ne sais pas, une fois tous les jours, on vérifie par exemple très simplement qu'on a le même nombre de lignes en termes d'utilisateurs d'un côté et de l'autre qui ont été ajoutées. Et si jamais il y a une différence, on peut assez rapidement aller checker s'il y a eu un souci et voir où est-ce que ça a pu arriver. Donc, encore une fois, il y a plein de manières de gérer ça, mais il ne faut pas rester trop crispé effectivement sur cette question de transactionnalité en fait. C'est en ça en vrai le problème. C'est pas tant la cohérence, mais c'est la transaction associée, et dire en fait on va passer sur un modèle de cohérence à terme. Eventual consistency en anglais, pour ceux qui cherchent. On trouve souvent plus de ressources sous ce terme-là. Il y avait une question de quelqu'un qui parle d'une base de test automatisée qui serait partiellement totalement dépassée. Je ne sais pas si tu la vois, Arnaud, de Thomas Le Guen, un peu plus haut. Ah oui, alors que faire d'une base de test automatisée partiellement ou totalement dépassée, ça vaut le coup de la retravailler, au mieux vaut tout béné. En fait, très souvent, moi, ce que j'ai tendance en fait, à penser, c'est un petit peu là, comme ce que je disais, c'est en fait quand vous avez le système legacy qui tourne en parallèle du nouveau système, et pour voir en fait les retours que ça donne. C'est qu'en fait, ne pas utiliser cette base de test comme une source de vérité pour dire on n'a pas de régression, etc., mais plus s'en servir comme une base de OK, ça a été testé comme ça, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi, et de supprimer progressivement les tests qui sont dans cette code base. Donc, c'est plus en fait de dire cette code base, on arrête de la prendre comme la base de test officielle du projet, mais effectivement, il y a une valeur dedans qui est l'historique et la connaissance, une partie de la connaissance liée au projet, et on va construire une toute nouvelle base de test, mais on va pouvoir continuer à faire tourner tout ou partie de cette base de test, sauf que simplement, on sait qu'il y a la moitié des tests qui ne passent pas. Dans ce cas-là, on les ignore et ce n'est pas très grave. Et on vérifie juste avant de les ignorer si oui ou non il y avait des choses intéressantes à aller récupérer demain. Ok, merci. Je ne vois pas d'autres questions. Ce que je propose, si vous voulez, c'est qu'on descende à la cafétéria, pause café, si on veut tous discuter un peu ensemble. Allez, super.